On va comme toujours évoquer 4 sujets ce soir, la Libye et l'ONU qui juge difficile de respecter la date du 10 décembre pour les élections. Nous parlerons de la Guinée, responsabilité de la France dans le retard du pays, c'est le président Alpha Condé qui l'a dit. Le Gabon, un candidat de l'opposition avoue avoir simulé son enlèvement. Et puis le Togo, on va se demander en quoi consiste l'assistance électorale de la CEDEAO. Autour de moi pour commencer, le docteur David Ekoudé-Iou, consultant en sécurité et géostratégie. Bonsoir docteur Iou. Bonsoir cher ami, bonsoir mon jeune collègue. C'est la première fois que je fais une émission avec lui. Bonsoir à tout le monde. C'est Pacom Dossé Soré, émergence-togo.com. Bonsoir Pacom. Bonsoir Samir, bonsoir docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices. Surtout. On commence avec la Libye, comme je le disais. L'émissaire de l'ONU en Libye, Hassam Salamé, a déclaré qu'il était difficile de tenir les élections le 10 décembre comme prévu par le calendrier adopté à Paris en raison des violences et des retards dans le processus législatif. Il y a encore énormément à faire. Il se peut qu'on ne puisse pas respecter la date du 10 décembre, a dit M. Salamé dans un entretien samedi soir, estimant qu'un scrutin ne pourrait se tenir avant 3 ou 4 mois. Pas comme c'est un constat qu'on avait déjà fait depuis le début, que cette date a été donnée, que la Libye n'était pas prête pour des élections. Bon, au fait, c'est une date indicative. Rien n'oblige les Libyens à aller aux élections le 10 décembre. Parce que si vous voyez le pays, on n'a pas encore réussi à pacifier le pays. Et il y a un gouvernement de l'Est dirigé par Khalifa et le gouvernement de Tripoli qui est épaulé par l'ONU. Donc le pays est terriblement divisé. On ne peut pas organiser des élections dans ce brouhaha. Donc il vaudrait mieux prendre le temps pour pouvoir pacifier le pays, surtout que ils ont fixé une date pour le 16 septembre par rapport à la base constitutionnelle, ce qui n'est pas encore effectif. Et donc, je pense qu'ils vont tout faire quand même pour que la période référendaire puisse se dérouler normalement. Mais les élections proprement dites, je ne pense pas que ça puisse se tenir dans le délai indiqué. Docteur Iou, déjà on s'était aussi interrogé au début pour savoir pourquoi la France pressait la Libye à aller à des élections. Bon, je vais être un peu méchant envers la France. Vous savez que c'est la France en fait qui est à l'origine de ce bordel qui est en Libye. C'est Sarkozy qui a fait assassiner Kadhafi et après le pays est tombé dans un bordel indescriptible. Et il a dit, vous avez Khalifa qui a ses troupes et qui contrôle une grande partie du pétrole libyen. Vous avez le gouvernement de Tripoli qui est soutenu par l'ONU, mais bon, il est soutenu par l'ONU, mais il n'a aucun moyen de gouverner. Deuxièmement, il y a plusieurs milices dans toute la Libye qui est l'ancien ambassadeur de Libye au Togo et sa famille, c'est moi qui l'ai soigné ici avant la chute de Kadhafi. Et quand ils voulaient partir, c'était triste. Ils savaient qu'ils allaient dans un bon... La fois passée, vous avez vu les combats à l'intérieur même de Tripoli. Il y a eu des combats de plusieurs milices dans la capitale. Comment voulez-vous organiser des élections dans ces conditions? Et les Français, bon, ça les arrange bien sûr que les élections arrivent au bout et qu'on enterre vite cette affaire de Sarkozy, de Kadhafi, tout ça. Mais effectivement, c'était pas possible. Ce n'est pas possible d'organiser des élections comme ça. On n'a pas désarmé toutes les milices qu'on devait faire. Et pour désarmer le maréchal, là, ça ne va pas être facile, à moins qu'il soit candidat à quelque chose pour que... Il a les troupes à sa disposition, il a le pétrole, c'est lui qui vend maintenant les 3/4 du pétrole libyen. Et ça va être difficile de pacifier ce pays pour faire des élections. Voilà. Alors, M. Salamé, qui est l'envoyé de l'ONU, dit qu'il faut encore attendre 3 ou 4 mois. Même là, ce n'est pas très sûr. Non, ce n'est pas sûr. Parce que pour pouvoir pacifier un pays, je ne pense pas que... Et puis, surtout la Libye, où les miliciens poussent un peu partout.
Et je ne pense pas qu'on puisse prendre 3 ou 4 mois pour pouvoir le faire. Peut-être ils vont organiser une parodie, un simulacre d'élection et pour légitimer quelqu'un. Sinon, s'il faut aller à une véritable élection je ne pense pas. Et vous allez remarquer également que cette situation, dans un premier temps, la France avait pensé qu'après Kadhafi, elle pourrait mettre la main, faire la main basse sur le pétrole libyen. Mais elle s'est rendue compte malheureusement que d'autres forces ont émergé et que le pétrole que ces forces commercialisent ne sont pas forcément à son avantage. Donc il faut aller vite, il faut faire en sorte que c'est pour cela même qu'en mai, elle a organisé une rencontre, un accord à Paris, mais l'accord est en passe d'être échoué. Pas échoué, mais le délai imparti ne sera pas respecté. Donc la France se voit un peu pressée parce que justement la situation du pays ne l'avantage pas. Sous d'autres cieux, et lorsque le pays est divisé, et cela avantage les Occidentaux parce qu'ils profitent de ce chaos pour pouvoir voler les ressources du pays. Mais ici, la France a remarqué que surtout le maréchal Khalifa, qui n'est pas forcément de son bord, et donc la France a remarqué que ça ne l'avantage pas. Donc il faut rapidement légitimer quelqu'un d'autre pour faire face à ces miliciens. Alors, il y a aussi une grande interrogation, c'est que les milices qui s'affrontent en Libye, on se demande pourquoi elles se battent justement. Oui, mais c'est ce qu'on a dit aux Africains. Chaque fois que vous introduisez les armes dans un pays, le pays est foutu pour plusieurs décennies. Je ne dis pas plusieurs années, plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les gens, dès qu'ils ont les armes dans la main, ils deviennent complètement dingues. On a des exemples. J'ai des parents qui sont dans les troupes de l'Ouest, qui sont par exemple en Centrafrique. Ils font les patrouilles, les Centrafricains adorent les Togolais, ils font les patrouilles, ils trouvent des jeunes sous des arbres là, avec des kalachnikovs, des jeunes de 14 ans, 12 ans, 15 ans. Nos militaires, dont des gens que je connais, disent bon, ils les accueillent, ils leur donnent des chocolats, tout ça, et ils leur demandent de rendre les armes. Les gosses donnent les armes. Ils disent Togolais, militaires togolais, on vous aime. Et c'est vrai. C'est les seules troupes qu'ils adorent le plus dans toute la Centrafrique. Et puis, nos militaires nous disent, mais ils vont demain dans une autre région, ils retrouvent les mêmes gosses avec les mêmes armes. On ne sait pas qui a donné les armes. Ils ont récupéré les armes pour ramener à la base de l'aménagement. Et puis le lendemain, vous retrouvez les mêmes enfants avec des mêmes armes. Kalachnikov, tout cela. Donc, une fois que toutes les milices qui se battent en Libye, est-ce qu'ils savent pourquoi ils se battent? Une fois qu'ils ont pris les armes, c'est un moyen de s'enrichir. Ils braquent les banques, les stations-service, ils vont enlever des gens pour des otages en douce. Et puis, bon. Et comme ils ne travaillent plus, le pays est complètement foutu. C'est ça qui arrive. Et c'est pour ça que quand les armes arrivent dans un pays, c'est terrible. Les gens, avant, quand Kadhafi était là, ils avaient tout. L'assurance maladie gratuite, c'est à 100%. Je rappelle que quand même les enfants de l'ambassadeur libyen venaient en vacances ici, les étudiants, ils avaient, la consultation c'est 100%. Et tous les médicaments qu'on leur prescrivait, même les shampoings, c'est gratuit, c'est remboursé à 100%. Maintenant, tout ça a disparu. Alors vous mettez les armes dans les mains de certains jeunes, mais bon, ils braquent tous ceux qui ont un peu d'argent, les sociétés, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut éviter dans les pays. C'est la même chose en Centrafrique, en Somalie, un peu partout. Donc ces jeunes miliciens, chacun arrive à prendre les armes. Ce qui est grave, c'est qu'ils ne savent pas manipuler tellement les armes. Pour manipuler bien, il faut faire un entraînement militaire sérieux quand même, de au minimum de 3 mois, 4 mois minimum.
Et maintenant, eux, ils ont un Kalachnikov. Les gosses centrafricains, ils ont 12 ans. Un gosse de 12-14 ans, il va savoir quoi sur le maniement des armes. Donc, ils se tuent des fois, rien qu'en voulant même nettoyer leurs armes. Et un coup qui parle, qui tue son copain. Parce qu'ils n'ont pas appris. C'est pas l'arme, c'est à l'armée qu'on fait les choses. Voilà. Donc, c'est des jeunes désœuvrés qui ont des armes, qui ont une sorte de puissance avec eux et qui font n'importe quoi. Et puis, c'est une situation qui avantage les pays dits développés. Exactement. Parce que ces pays veulent toujours que l'Africain quémande. Voilà. L'Africain quémande. Donc, du moment où vous êtes tellement riche dans votre pays, vous n'avez pas forcément besoin de l'extérieur, eh bien, on crée une situation pour que vous soyez beaucoup plus dépendant. Donc, le temps de Kadhafi, comme l'a dit le docteur, c'est un moment, c'est une période qui avantage les Libyens, mais n'avantage pas les Occidentaux. Donc, il faut créer une situation pour que le Libyen puisse demander chaque fois avant de manger. Donc, c'est une stratégie. Le plus triste, c'est que les Libyens eux-mêmes n'ont pas compris ça au début. Oui, dans un premier temps, vous savez, il faut comparer deux choses. Est-ce que les Libyens avaient le temps de comparer cette situation-là à celle de Kadhafi? Non. C'est maintenant qu'ils se rendent compte. Mais c'est trop tard. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que le temps de Kadhafi c'était un paradis en Libye. Mais ils ne peuvent plus. Le mal est déjà arrivé. Et bon, ils sont dans un cafouillage total. Et puis... il y a des affiches dans la ville de Tripoli actuellement qui réclament Kadhafi, un peu partout. Parce qu'à l'époque, imagine... Kadhafi, il est mort, peut-être son fils... ça dit réclame que... la politique de Kadhafi, en fait. Vous savez que chaque famille sous Kadhafi, à la rentrée, avait 500 € par enfant. Si tu as 3 enfants à l'école, ça fait 1500 €. Tu vas prendre 1500 € à la rentrée. Ça n'a rien à voir avec ton salaire, que ce soit salarié ou pas. Ils ont des trucs terribles. Donc, on était étonnés quand les étudiants libyens là, nous racontaient ça. Ils disaient, bon, vous avez tout ça? Oui. Je vous dis que même les shampoings, là, quand on prescrit aux étudiants, c'était remboursé à 100%. Et ils nous disent, oh, mettez 5 boîtes ou 4 boîtes. Je dis, ah bon, shampoing? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils ont tout perdu. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Et puis, s'ils avaient eu le temps de traverser cette crise-là, avant d'arriver à l'ère Kadhafi, ils auraient su la différence. Voilà. Maintenant, quand les choses vont s'arranger, ils vont voir la différence. Ils vont avoir tout perdu. Est-ce que ça peut pendant des retourner comme c'était l'ère Kadhafi? Ça m'étonnerait. Surtout qu'avec cette crise-là, l'Occidental est en train de pomper suffisamment le pétrole pour que et ils vont leur construire tout, reconstruire tout et prendre tout l'argent. Oui, ça c'est clair. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire quoi? Qu'un réveil libyen n'est pas pour aujourd'hui? Oh non, moi je ne pense pas que... À moins que, ce qui arrive souvent, un homme providentiel mais fort, qui va être un dictateur, comme un pays africain que je ne vais pas nommer, et qui remet tout le monde... Kagame? Je ne sais pas. Mais qui remet tout le monde... à sa place et sur les rails, et puis les gens vont dire, ah bon. J'ai un ami qui travaille dans une grande ambassade à Khartoum, et son patron, l'ambassadeur, va souvent au Soudan du Sud. Vous savez que le Soudan du Sud, c'est là où tout le pétrole du Soudan est. Oui, se retrouve. Maintenant, les raffineries, c'est les Soudanais de Khartoum qui l'ont fait, et maintenant ils leur vendent pratiquement leur pétrole. Et l'année passée, le Soudan du Sud a eu 6 milliards de dollars cash du Soudan de Khartoum. Et l'ambassadeur du pays où un parent travaille chez eux dit, mais ce que je ne comprends pas chez les Africains, cet argent-là, si on donnait ça au Sud-Soudanais pour se partager même, et ils prennent cet argent, ils achètent les armes pour s'entretuer. Qu'est-ce que vous comprenez? Ils s'entretuent, tu trouves toutes les armes et c'est les Blancs qui leur vendent ça. On va marquer la pause et on est déjà arrivé à la pause et on revient juste après.